l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a lancé un appel à l'endroit aux radios communautaires du Sahel à travers une conférence de presse. Les détails à suivre dans ce journal. Toujours avec les festivités du 22 septembre, nous allons au cours de cette édition faire un focus sur le drapeau national. Nous allons également parler de la non-qualification des Aiglons pour la phase finale de la Coupe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien pour parler de l'actualité du jour. Toujours dans les festivités du 22 septembre, nous nous intéressons ce jour au drapeau national qui fait partie des 5 symboles fondamentaux du pays représentant la personne morale de l'État. Les couleurs nationales ne sont pourtant pas bien maîtrisées à ce jour par un grand nombre de citoyens. Entre méconnaissance et désintérêt, les raisons sont multiples. Mamadou Diallo pour plus de précisions. Le drapeau du Mali fait partie des 5 symboles fondamentaux du pays. Représentation de la personne morale de l'État et deuxième symbole du pays après la devise. Les couleurs nationales ne sont pourtant pas bien maîtrisées par un grand nombre de citoyens comme c'était le cas auparavant. Entre méconnaissance et désintérêt, les raisons sont multiples, notamment dans les rangs de la jeunesse. Le drapeau du Mali, c'est un symbole du Mali que les Maliens doivent prendre en valeur parce que tout bon citoyen doit chercher à connaître. Parce qu'on ne peut pas se dire « je suis malien » et en réalité ne pas être en mesure de pouvoir dire les significations de son drapeau. Que ce soit en bambara ou que ce soit en français, réellement, là, on doit être en mesure de le savoir. Le drapeau est connu depuis toujours comme un symbole partout dans le monde. Plus qu'un emblème, c'est le signe unique car il montre la constitutionnalité d'un État ou d'un groupe de personnes qui le portent et indique également les principes qu'il véhicule. Le drapeau, symbole de la souveraineté et de liberté, il est la représentation la plus visible d'un État, réunissant à sa couleur l'essence même de notre nation. Il symbolise le salut et le respect de nos braves hommes et femmes qui ont battu le Mali d'aujourd'hui. Les grands guerriers qui ont fait le combat pour empêcher, comme on appelle, à ce que le colonialisme ait lieu, mais ça parle surtout du sang de ceux qui se sont battus et de façon héroïque pour l'indépendance et qui sont morts. Mais ça parle aussi du sang de tous les guerriers aujourd'hui qui sont en train de se battre pour que le Mali puisse continuer à être libre. Sacré, le drapeau national fait fière allure aux yeux de chaque patriote et ne doit faire l'objet d'aucun déshonneur. Comme mentionné dans l'hymne national du Mali, notre drapeau sera liberté, et cela au prix du sang de chaque patriote. Le vert symbolise la verdure, la vocation agro-pastorale du Mali. L'or démontre la richesse de notre sous-sol. Le rouge incite les Maliens à se souvenir du sang versé par les martyrs de la lutte pour l'indépendance. Je vous l'annonçais tout à l'heure en sommaire, un appel de soutien de l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL vient d'être lancé à l'endroit aux radios communautaires du Sahel à travers une conférence de presse. C'était ce mardi 24 septembre à la Maison de la Presse. Issa Sissé et Kerfa Sidibé y étaient pour Advance TV. Un appel en faveur des radios communautaires du Sahel a été lancé par l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, principale victime des conflits, afin que justice leur soit rendue. Nous, radios communautaires, appelons les autorités politiques des pays du Sahel à lutter contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes des radios communautaires en ouvrant systématiquement des enquêtes pour que ces assassinats ne restent pas impunis. À briser le silence sur le sort des journalistes des radios communautaires enlevés par les bandes armées et agir pour obtenir leur libération. Présent aux côtés de la presse malienne depuis de nombreuses années, Reporters sans frontières s'est dit prêt à continuer à soutenir les radios communautaires. Pour nous, Reporters sans frontières, il est important que le Sahel ne devienne pas ce trou noir de l'information. Dans le monde ou en Afrique, c'est la raison pour laquelle notre mobilisation, nous allons l'accentuer aux côtés des partenaires
qui vivent les effets pervers, comme l'URTEL. Pour le président de l'URTEL, la sécurité des hommes des médias doit être une priorité pour les autorités. La sécurité des personnes et de leurs biens appartiennent aux autorités. Et ce sont ces autorités qui doivent veiller sur les journalistes et animateurs, non seulement à travers l'ensemble du territoire national, mais particulièrement dans les zones de conflit, notamment le Sahel. Placé 114e au rang mondial du Reporters sans frontières, le Mali a encore du chemin à faire pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes. Avec ces projets, l'URTEL et ses partenaires entendent continuer à mener le combat pour le bien de la presse malienne. Formés en différents types de aînés, ils sont 200 apprenants du centre de formation Fignebougou à Calaban, en commune 5, à avoir reçu leur diplôme de fin de formation. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu ce samedi 21 septembre 2024 à la Maison de la Femme de Daoudabougou. Aïssa Taba pour le reportage. Pour l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et des jeunes filles, les femmes maliennes s'y engagent. Les centres de formation Fignebougou de Calaban en commune 5 du district de Bamako témoignent cet engagement. Il vient de former plus de 200 jeunes filles en aînés traditionnels et modernes. Tous les 3 mois, une promotion est sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, elles sont 200 jeunes dames désormais prêtes à travailler à leur propre compte. J'ai eu cette initiative pour aider les parents dans l'éducation de leurs enfants. J'ai commencé avec seulement quelques-unes et aujourd'hui, grâce à Dieu, la foule déborde. On manque même de place. Avec ce travail, on arrive à subvenir à nos besoins. Avec les fléaux actuellement qui frappent nos différentes familles par rapport au chômage des jeunes, et si aujourd'hui je vois une dame comme Adja, une handicapée, qui ne s'est pas laissée faire, qui s'est aidée et puis aider les autres, vraiment ça a été tout un honneur pour moi. Donc je la félicite, je l'encourage. Et j'ai pris le bon Dieu à ce que vraiment qu'elle ait contact avec beaucoup de partenaires qui puissent venir à son aide. Ces groupes de jeunes se disent fiers d'être autonomes et s'engagent à œuvrer pour leur épanouissement financier. Je suis très heureuse d'avoir mon diplôme. Ça va beaucoup me servir. Je sais maintenant faire plusieurs motifs en aînés traditionnels et modernes. Je remercie vraiment Adja. Malgré son apport pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes, Adja, la promotrice du centre Fignebougou, affirme être confrontée à des difficultés liées aux espaces de travail. Une nouvelle tentative de coup d'État a été déjouée au Burkina Faso, suscitant ainsi des inquiétudes au sein de la communauté burkinabé vivant au Mali. Nous avons tendu notre micro à des personnes de cette communauté. Suivant leur témoignage au micro de Fousseni Sissoko. Cette histoire-là dans le pays-là, c'est la seule solution, c'est d'être très dur avec ces gens-là. Être dur comment? Ça veut dire que toute personne qui n'aime pas le Burkina Faso, qui œuvre de manière à ce que le Burkina Faso n'avance pas là, cette personne doit être présentée en public. Je ne pense pas que ces coups d'État là vont s'arrêter. Vous voyez déjà qu'il y a le trouble public même qu'il y a là. C'est plus qu'inquiétant, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur, nous croyons au pays, nous croyons à la vigilance des autorités actuelles et nous croyons à la bonne foi de la majorité de ce peuple et qui est su rester loyal et patriote à la nation. Et les tentatives, c'est pas sûr qu'on va en finir avec un jour. Mais tout ce que nous pouvons, c'est redoubler de vigilance et rester loyal au pays et cultiver un réel amour à l'égard de ce pays. Et individuellement, nous ne pouvons rien être. Et nul n'a de l'avenir dans un pays qui n'en a pas, comme le dit Norbert Jango. L'aider aussi pour les mal touristes qui viennent chaque fois nous endeuiller. Mais nous, on croit que nos autorités aussi sont prêts à relever le défi. Donc ces gens ne peuvent pas nous faire peur. Et nous sommes là. Et je pense que, bon, ça appelle toute la jeunesse. Parce que les gens qui viennent nous frapper, beaucoup sont des jeunes. Donc les jeunes n'ont qu'à voir entre eux
ceux qui viennent et ceux qui veulent rentrer, d'arrêter. Faisons à présent un tour avec l'actualité en dehors du pays, commentée ce jour par Paul Yapi. Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a annoncé à la télévision nationale dans la soirée du lundi 23 septembre des entreprises de subversion et de déstabilisation orchestrées par des Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria contre le Burkina Faso. Parmi les personnalités mentionnées figure l'ex-président Paul-Henri Damiba, destitué en septembre 2022, 8 mois après qu'il avait évincé Roch-Marc Kaboré, les anciens ministres Djibril Bassolé et Alpha Bari, ainsi que les journalistes Abdoulaye Bari et Newton Ahmed Bari et l'ancien député et maire de Dori, Aziz Diallo. Des acteurs de la société civile et des opérateurs économiques seraient également impliqués, suivant un extrait de sa déclaration. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents, puis en second lieu s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. Une nouvelle tragédie liée à la migration irrégulière a frappé le Sénégal ce dimanche 22 septembre. Une pirogue transportant des corps sans vie a été découverte à 48 km au large de Dakar. Les équipes de secours sont actuellement en train de remorquer l'embarcation vers la côte. À l'heure actuelle, le nombre exact de victimes et leur identité restent indéterminés. Ce drame survient peu après le naufrage tragique le 8 septembre où une pirogue en route vers les îles Canaries a chaviré au large de Mbour. Selon le bilan communiqué par la Marine nationale sénégalaise le 12 septembre, 39 corps sans vie avaient été retrouvés. Voilà, vous l'aurez constaté, le commentaire est bien évidemment signé Astanso. Le samedi dernier, l'Institut français a accueilli le vernissage de l'exposition Les Invisibles de Warren B. Sarr du Centre photographique de Ouaga. Présentant des clichés qui mettent en lumière l'histoire des tirailleurs sénégalais, l'événement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités, diplomates et figures du monde des arts et de la culture. Le reportage est signé Fousseni Sissoko, Issa Sissi. L'exposition intitulée Les Invisibles offre un regard poignant sur l'histoire des tirailleurs sénégalais à travers des séries de clichés. J'ai pris une démarche mémorative pour rendre visible ces invisibles parce qu'à un moment, ils étaient forts. Ils ont défendu leurs amis, comme ils appelaient souvent, les amis. Ils ont défendu la France. Ils ont lutté contre le nazisme. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Au moment où ils étaient jeunes, on avait besoin d'eux, ils étaient forts. Alors, après, quand ils sont revenus à la maison et qu'ils sont vieux, on les a laissés tomber. Pour moi, il est nécessaire que ce travail de mémoire-là soit vu et enseigné. Warren Bessaré retrace les parcours souvent méconnus de ces soldats, témoignant de leur contribution essentielle lors des conflits passés. L'exposition vise à redonner une voix à ces figures historiques oubliées et à sensibiliser les publics à leur héritage. J'écoutais tout de suite le film qui a été fait et des informations qui sortaient dedans et qui est absolument instructif et ça décale en fait de ce qu'on sait des tirailleurs sénégalais.
on allait jouer le jeu jusqu'au bout. Ça nous a demandé beaucoup de créativité, mais in fine, je pense que l'essentiel, c'est que le public soit content. Et surtout, ce qui est important, il faut savoir, cette expo va être très visible par les écoles maliennes, les écoles françaises. C'est une histoire commune en fait. À travers ces images, les Invisibles rappellent l'importance de reconnaître et de célébrer le rôle des tirailleurs sénégalais dans l'histoire militaire et sociale. En marge à la célébration de la langue soninké, demain mercredi 25 septembre 2024, la présidente des femmes de la section de l'association pour la promotion de la culture soninké de Caille invite l'ensemble des habitants de la première région à se mobiliser pour magnifier le vivre ensemble à travers cette célébration. Écoutons à présent Mme Gakou Mariam Diawara, présidente des femmes de la section APS Caille. Je suis très contente d'accueillir tout le monde à Caille ici. Que ça soit soninké ou pas soninké, tout le monde est invité ici à Caille. C'est notre journée internationale de la langue soninké décrétée par l'UNESCO. Je lance l'appel à tout le monde, que tu sois Caille, en l'Europe, tout le monde est invité dans cette fête-là. C'est notre langue, donc tout le monde doit sortir massivement et venir massivement pour cette fête-là. J'invite tout le monde de venir nous aider à fêter cette manifestation. Un mot d'espoir avant de conclure ce journal. Au Libéria, du 15 au 30 septembre 2024, le Mali était en course à la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui malheureusement sera éliminée de la compétition dès la phase de groupe. Kadiatou Barayogo nous revient sur cette nouvelle. Après des éliminations, notamment en 2020 au Sénégal avec Mamtoukani Mourle comme sélectionneur et en 2022 avec Demba Mamadou Traoré, les juniors maliens sous la houlette du sélectionneur Soumaïla Koulibaly ont été les troisièmes victimes de cette série noire lors du tournoi UFOA à Uvon. Logés dans la poule de la mort qui a été réduite à une poule à 3 après le forfait de la Mauritanie, les tickets qualificatifs allaient coûter extrêmement cher, surtout en compagnie du Sénégal et de la Gambie, le bourreau du Mali lors de l'édition précédente en demi-finale. Après sa défaite lors de la première journée face au Sénégal sur le score de 2-0, les Aiglons ont été tenus en échec par la Gambie sur le score nul et vierge de 0 but partout. Ce partage de points élimine le Mali de la course à la qualification. Ainsi, le Sénégal et la Gambie se qualifient pour les demi-finales. Comme en Mauritanie en 2022, la Gambie anéantit à nouveau toutes les chances de qualification des Aiglons en demi-finale. Avec un bilan plus que négatif de 0 buts marqués et 2 buts encaissés, Soumaïla Koulibaly et ses poulains terminent à la dernière place du groupe, dominé par le Sénégal avec 4 points et la Gambie avec 2 points. Ces deux nations valident les tickets pour les demi-finales. Une véritable désillusion une fois encore pour le football malien. Et il est donc temps d'en tirer des enseignements de cet énième échec en junior afin de rebondir prochainement. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir sur l'actualité du jour. Merci de renouveler votre confiance sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Bonsoir.